Bienvenue dans Impact Positif. On se pose cette question cette semaine. Comment protéger le vivant, la nature dont nous dépendons tous? Un vivant malmené par le réchauffement climatique, par les pollutions. Tout le monde a un rôle à jouer et notamment les entreprises. Certaines ont pris des décisions très novatrices, pionnières comme celle-ci, inviter la nature dans son conseil d'administration, lui réserver un siège. C'est le cas de Norcis et nous sommes avec l'un de ses responsables. Bonjour Thomas Brozard. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur Impact chez Norcis, vous êtes également actionnaire. On va revenir sur vos fonctions précises tout à l'heure. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on commente l'image qu'on va voir dans un petit instant. Cette image où on voit cet ours polaire qui est à la table d'un conseil d'administration. Effectivement, il y a aussi une autre image, celle d'un arbre qui trône au milieu d'une réunion. C'est chez vous, Thomas Brozard, c'est chez Norcis, une entreprise de services numériques qui emploie 700 personnes. Ça veut dire quoi, avoir la nature dans son conseil d'administration et surtout, comment est-ce que cela se concrétise-t-il ? Peut-être même une première question, c'est pourquoi nous l'avons fait. Oui, puisque bon, évidemment, ce n'est ni un arbre ni un ours polaire. On a fait ça pour chatouiller un peu les esprits curieux. Mais l'idée, c'est qu'on constate de plus en plus que l'on dépend, qu'on le veuille ou non, de la vitalité des écosystèmes naturels. Dans le numérique, en plus, notre activité fait que par définition, nous dégradons du vivant. On extrait des minerais, des terres rares pour fabriquer des équipements. Et ça, c'est vrai pour tout le monde avec nos smartphones et nos ordinateurs portables. Et donc, de plus en plus, on doit être vigilant là-dessus parce qu'on pense à moyen terme. Et ça, je le dis vraiment en tant qu'actionnaire, que si on n'agit pas et si on n'est pas plus résilient là-dessus, notre modèle d'affaires sera de toute façon à risque. C'est même bien au-delà de la dimension uniquement écologique finalement que l'on veut le mettre en place. Et en fait, notre idée, ça a été de dire, puisque aujourd'hui c'est très difficile d'appréhender quelles sont les réelles conséquences de nos métiers sur le vivant, sur la biodiversité. C'est beaucoup plus complexe que le climat par définition, puisque c'est beaucoup plus protéiforme, ça prend des formes très différentes. On s'est dit, la première chose à faire, en fait, c'est de prendre des meilleures décisions. Et pour prendre des meilleures décisions, il faut qu'à la table des discussions, des décisions, il y ait des personnes qui puissent représenter cette nature et cette biodiversité dont nous dépendons. Donc nous avons travaillé sur ce sujet, nous avons invité à cette table, en l'occurrence du conseil d'administration, une personnalité externe qualifiée qui s'appelle Franz Go, qui est un ancien entrepreneur, sociologue qui a beaucoup réfléchi et travaillé sur la question de la représentation de la nature dans les organisations et qui aujourd'hui vient influencer nos débats, notre agenda. Donc il représente la nature dans votre board ? Dans le board, dans le conseil d'administration. Alors parce qu'il se trouve qu'on a une fondation à qui on a donné du capital de l'entreprise pour protéger l'entreprise à long terme sur différents volets. Et de ce fait, nous avons un siège attribué à cette personne morale. On a écrit un pacte d'actionnaires qui dit ce siège est occupé par une personne qui a mandat pour représenter la nature avec un droit de vote. Et cette personne, Franz, a le même droit de vote que moi en tant qu'actionnaire et que n'importe quelle autre personne, une voix. Et il a même quelque chose qui est unique à ce jour, c'est qu'on lui a conféré un droit de veto sur des sujets qui pourraient amener des dégradations environnementales trop fortes. Il pourrait nous empêcher de prendre une décision, il pourrait nous obliger à revoir notre copie pour limiter au maximum les dégradations environnementales que provoqueraient nos décisions. Voilà, donc en fait, c'est pas rien, c'est pas juste de l'affichage, c'est vraiment, c'est assorti d'un droit de veto pour vos décisions. Voilà, alors on pourrait penser que c'est un pari risqué. En réalité, c'était une façon de dire à tout le monde, à commencer par nos équipes, que ce que nous sommes en train de faire, c'est très sérieux et qu'on lui confère un réel pouvoir. Et ça, c'est aussi pour le monde extérieur qui nous observe de plus en plus sur le sujet. On avait, je pense, jamais connu de telle visibilité que depuis que nous avons pris cette décision. Et malheureusement, j'ai envie de dire, nous restons aujourd'hui, je crois, les seuls en France à l'avoir fait, mais bien d'autres suivront derrière, c'est évident. En plus, honnêtement, ce qui me frappe, c'est qu'une entreprise comme la nôtre devrait franchement être la dernière à faire cela. Nous ne travaillons pas dans l'industrie, dans l'agro-industrie, dans les cosmétiques, dans des secteurs d'activité qui dépendent très directement de la santé des sols, des champs et des ressources naturelles qui sont gratuitement produites pour développer nos activités économiques. En réalité, nous, à court terme, on peut continuer à développer des systèmes d'information et des services numériques. Le plus gros risque que l'on ait, nous, aujourd'hui, c'est sur l'eau. À l'heure de l'intelligence artificielle générative, le développement des data centers, on a à court terme, et c'est déjà le cas même en France, des conflits d'usage sur l'eau et sur l'énergie, ça va arriver très vite. Et ça va aller en s'amplifiant, effectivement. Donc nous, notre rôle d'ailleurs là-dessus, on en parle beaucoup avec ce représentant de la nature, et il y en a d'autres chez nous, je pourrais y revenir tout de suite après, qui nous influencent, c'est de bien considérer la façon dont on déploie cette révolution technologique. On la circonscrit sur des usages vraiment précis, ciblés, avec des forts gains en termes de temps que l'on gagne et d'efficacité, mais aussi au niveau écologique. Sinon, je pense qu'à moyen terme, de toute façon, on aura des problèmes, on aura des ruptures
de services qui ne nous permettront pas de faire notre métier comme on le fait aujourd'hui. Alors justement, vous chez Norcis, vous allez vraiment au bout de la démarche avec d'autres instances aussi où la nature siège. Vous avez aussi un haut conseil pour la nature au sein de votre entreprise qui coordonne toutes ces instances. L'idée, c'est de se dire, comme vous l'avez dit, si on ne préserve pas la nature, eh bien on ne pourra plus faire du business. C'est aussi clair que ça. Et vous citiez aussi des chiffres de la Banque Centrale Européenne. À la moitié du PIB mondial, 72% des entreprises européennes dépendent directement de la nature. Alors, ça, c'est la BCE qui le dit. Et puis au niveau mondial, c'est le World Forum qui dit que 50% de l'économie mondiale dépend directement. Donc toutes ces industries, ces secteurs d'activité qui ont besoin de ressources naturelles pour développer le business. Donc c'est énorme. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut y aller. Alors un actionnaire, ça pense long terme. Ça pense investissement, ça pense pas forcément opérationnel. Donc pour prendre de meilleures décisions à long terme, le conseil d'administration, c'est très bien, mais il y a des comités de direction, des comités de mission. Vous avez souvent dû parler de la société à mission ici, dans le cadre de Bicorp aussi, où l'on met en œuvre ce genre de dispositif. On s'est dit qu'il fallait que l'on ait la même mécanique d'influence des discussions, sans logique de pouvoir, de droit de vote et de part de capital, mais pour influencer et donc d'avoir d'autres représentants de la nature dans ces instances que je viens de citer ou dans un conseil éthique. Et donc le deuxième volet de notre dispositif, au-delà de la nature actionnaire, c'est la nature partie prenante, avec ses différentes personnalités. Il y a une personne qui travaille au sein du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts du climat. On a une militante de la tech et du climat. Et ces personnes-là nous influencent, nous offrent des expertises. Et nous offrent au sens littéral du terme, parce qu'elles ne sont pas rémunérées pour le faire. Et pour que cela fonctionne, on les a réunis dans une instance dédiée qui s'appelle le Haut Conseil pour la Nature, qui constate ce qui se passe dans les différentes instances, au niveau sur des sujets plus opérationnels, et si besoin, peut mandater l'actionnaire qu'est France pour qu'au conseil d'administration, il soit le relais de leurs constatations et il influence les décisions qui sont prises au final. D'accord. Mais tous ces postes, finalement, qui sont créés ou pas, vous parliez de bénévoles aussi, c'est parce que c'est une entreprise qui marche bien aussi, qui peut se le permettre. Est-ce que c'est un modèle qui peut être appliqué à toutes les entreprises? Alors, moi, je pense que cette logique de représentation et d'influence peut évidemment se faire partout. Et d'ailleurs, c'est la façon la plus simple et n'importe quelle entreprise demain peut identifier une belle expertise qui serait utile à ces discussions, à ces réflexions, notamment pour se projeter un peu plus loin dans le temps et faire de la prospective. Ce qui est fou dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est un présent permanent. On n'arrive même plus à penser le futur, déjà tellement il fait un petit peu peur, et tellement on est constamment ramené au temps présent par la vitesse à laquelle tout se déploie, et à l'heure des l'IA générative, c'est très très vrai. Donc nous, ça nous aide à reprendre un peu de hauteur, et ça, n'importe quelle entreprise a intérêt à le faire. Et ça vaut pour la nature, mais ça vaut peut-être pour le climat, ça vaut peut-être pour les générations futures. Finalement, il y a d'autres types de représentations qu'on peut imaginer mettre en place, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. On parle aujourd'hui de la nature, mais on a aussi un jeune dans chaque organe, on a un représentant du dialogue social dans chaque organe. Ça nous aide à mieux anticiper la conduite du changement, à repenser un peu le temps long. Et ça a une énorme valeur. N'importe quelle boîte peut le faire demain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez vous depuis que vous avez mis en place ce board? Quel impact, finalement? J'ai lu que vous aviez aussi été amené à refuser des marchés, à renoncer à des opportunités aussi de croissance, parce que leurs effets n'étaient pas compatibles avec les limites planétaires. Alors, il y a pourquoi on fait notre métier, et donc ça, c'est la finalité, le type de projet que l'on conçoit, les acteurs que l'on adresse. Norcis, aujourd'hui, adresse beaucoup d'acteurs publics, dans la santé, dans la transition écologique, mais aussi des acteurs privés. Et quand on parle d'acteurs publics, l'intérêt commun, voire général, il est évident. Sur des business et des activités lucratives, c'est pas toujours le cas. Et donc, on a des mécaniques pour s'interroger sur est-ce qu'on considère que ce type de client, de secteur, voire de projet est compatible avec une moindre dégradation environnementale et puis même sociale, parce que le problème de notre économie aujourd'hui, et vous avez sans doute vu passer des éléments sur la santé mentale en France qui devient un énorme enjeu, notamment chez les jeunes, notre système épuise les humains et le vivant. Donc nous, notre intérêt, c'est de se dire que tout ce que l'on fait, de plus en plus, voire de façon intégrale, doit permettre de mieux prendre soin des femmes et des hommes dans notre pays, voire au-delà, et du vivant. Donc on a des mécaniques, et ça a pu nous amener à considérer que certains potentiels économiques, commerciaux, de développement business n'étaient pas alignés, n'étaient pas compatibles, et donc à renoncer à ces opportunités. Alors quand je dis opportunité, c'est vous avez un prospect qui vous appelle et qui veut travailler avec vous sans mise en concurrence. Il n'y a pas plus confortable comme opportunité commerciale. Mais on a renoncé parfois à ces éléments-là. Et il y a aussi comment on fait notre métier. Et donc ça, un autre élément de changement issu de tout ce dispositif, c'est de repenser les méthodes de conception, c'est de repenser nos achats, et notamment sur les équipements informatiques. On a créé, grâce à l'aide notamment de France, des fiches écologiques avec 35 critères en récupérant des informations qui n'avaient jamais été consolidées par le passé, pour avoir un passeport écologique de chaque type de grand metteur d'ordinateurs portables sur le marché, réalloué
réallouer les types d'achats que l'on fait. Donc il y a le pourquoi, il y a le comment, et puis il y a aussi les projets que l'on fait pour contribuer à la renaturation, à la restauration des écosystèmes naturels. Et donc on a réalloué la façon dont on investissait via les crédits carbone, en allant par exemple sur des projets de transition agricole plutôt que de développement forestier, comme ça se fait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup plus de co-bénéfices, notamment sur la ressource en eau. Voilà 3 exemples sur pourquoi le métier, comment le métier, et comment on compense les externalités négatives que l'on génère. Avec 3 fois moins de turnover que vos concurrents, c'est ce que vous dites aussi, 3 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre, une croissance et une rentabilité stable, même en période de crise. Hein. Ça, c'est ça qu'il faut dire, Sylvia, c'est que moi, si je suis à titre personnel habité par l'urgence écologique, je suis aussi très pragmatique en tant qu'actionnaire d'une entreprise familiale que mon père a créée, qui est un patrimoine que je me dois de préserver, de respecter le passé en préparant le futur. C'est ça aujourd'hui le rôle difficile qui est le mien en tant qu'actionnaire. Et la réalité de Nord6, c'est que tout ce que l'on fait, et on parlera ensuite de notre modèle de développement de l'entreprise au-delà de sa gouvernance, c'est que notre turnover effectivement est très faible, et quand on vend de la prestation de service sur des projets de long terme, c'est une énorme valeur que l'on peut garantir à nos clients que de dire une équipe projet sur 2 ans, elle changera 3 fois moins qu'un concurrent. Quand on parle de plus en plus de scope 3 pour les grands donneurs d'ordre, eh bien Nord6 en tant que prestataire de service a le meilleur bilan carbone pour que le scope 3 du client soit le moindre possible. Et puis la croissance ou le développement de l'activité, et par n'importe quel type d'activité, on l'a évoqué juste avant, sur les 6 dernières années, Nord6 atteint à peu près 27% de croissance sur 6 ans. C'est peut-être pas si énorme, n'empêche que en renonçant à des business et dans un secteur d'activité qui depuis 2 ans est entré en récession, ça reste un très bon chiffre, je pense. Et puis au-delà de la croissance et du développement, c'est aussi la création de richesse. Tout le défi, continuer à créer de la valeur économique en ne dégradant plus la valeur sociale et environnementale. Et j'ai l'impression que chez Nord6, on y arrive de mieux en mieux. Alors Thomas Brezard, le problème, c'est que vous êtes un peu seul, en fait, à le faire. Vous êtes les seuls en France à avoir la nature à votre bord. Il y a l'exemple de la maison d'Andois, dont on va voir aussi quelques images. La maison d'Andois, ils font des spéculoses. C'est une maison assez connue à Bruxelles et d'ailleurs partout dans le monde entier. Qui vend partout dans le monde, mais qui a renoncé, par exemple, au marché japonais pour des questions environnementales. Pour des questions de transport, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui se sont rapprochées de vous, qui sont séduites par ce modèle et qui sont tentées aussi pour le mettre en place? Il y a eu une petite onde de choc, je dirais, quand on a annoncé la nature actionnaire, la destitution d'une partie du capital pour le mettre ça dans une fondation actionnaire, etc. Beaucoup d'entrepreneurs, et notamment d'entreprises familiales, parce que c'est le cas aussi de la maison d'Andois, qui ont cette sensibilité et cette pensée du temps long. La dimension générationnelle dans les entreprises familiales est très présente et il est évident qu'aujourd'hui, s'il y a des entreprises qui ont toutes les cartes en main, ce sont des entreprises familiales. Et il y a de très grands groupes qui sont des entreprises familiales. Donc j'ai bon espoir que même parmi des grandes entreprises, y compris du CAC, certaines s'éveillent, voire se réveillent et se mettent à faire la même chose. L'enjeu pour moi, au-delà de Nord6 et de mon envie de préserver ce patrimoine en tant qu'actionnaire, c'est d'être une force d'entraînement. Il se trouve qu'on a notamment publié un document qu'on n'avait pas du tout prévu de faire, qui s'appelle Diriger avec la nature, 1 an d'expérimentation. C'est un document d'une 30aine de pages qui raconte le pourquoi, le comment, l'analyse de notre chaîne de valeur, les plans d'action qui en découlent. C'est un exercice de transparence, mais qu'on a voulu faire pour que d'autres emboîtent le pas. Alors aujourd'hui, j'ai pas connaissance d'une autre entreprise qui a de façon ferme la nature comme actionnaire, mais des entreprises qui positionnent des représentants de la nature, il y en a de plus en plus. On envisage même peut-être à terme de créer un collectif autour de ça. Mais voilà, dans les malheurs sociétaux que sont les nôtres, en ce moment, on se met à parler beaucoup de feux de forêt. On avait parlé il y a quelques mois beaucoup d'inondations. Enfin, on voit bien que le système tourne plus rond, le système Terre ne tourne plus rond. Dans nos malheurs, notamment climatiques, il y a finalement le plus bel argument pour dire il est vraiment l'heure d'intégrer les externalités négatives que génèrent nos entreprises, parce qu'à court ou à moyen terme, c'est le business qui est en jeu. C'est ça, et on en paye le prix. Alors, vous êtes même allé jusqu'à l'Assemblée pour proposer la nature au board dans un texte de loi, pourquoi pas. Il y a un député, en tout cas, qui est favorable. En plus, vous étiez même à l'Assemblée le jour même où elle avait adopté une proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l'alimentation. Donc, effectivement, c'était Nous étions un juste jour en dessous de particulier. l'hémicycle pour ce colloque. Alors, c'est pas nous qui le portons, pas Nord6, mais en fait, je veux d'ailleurs rendre hommage au travail de Franz Go, qui a écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelle La nature au travail, qui dit il y a 3 choses à faire: la nature actionnaire, la nature administratrice ou partie prenante, c'est ce qu'on a fait, et la nature salariée. Et il se trouve qu'on a aussi un représentant au CSE, et on a même réécrit les accords du dialogue social pour intégrer le carbone et la biodiversité. Donc, en fait, on est les premiers à avoir appliqué les 3. Et il se trouve que tout ça a donné envie à un député, Charles Fournier en l'occurrence, de travailler sur un projet de loi. Donc, il l'a notamment fait avec France et puis des organisations plutôt écologiques, et a
proposer un projet de loi autour de ces 3 piliers. D'accord. Et donc, il se trouve que Nord6 étant le seul à l'avoir fait, on est tout trouvé, tout indiqué, pour venir témoigner des motivations qui ont été les nôtres qu'on vient d'évoquer, et puis des résultats que ça peut générer. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que chez nous, la marque employeur, l'attractivité de Nord6 et sa notoriété a connu quand même un sacré coup de projecteur. Et ça a de la valeur aussi pour nous, pour être attractif vis-à-vis de talents dont on a besoin pour pérenniser l'activité de loi. Et donc ce projet de loi, on allait le présenter dans un colloque, il y avait près de 200 personnes, juste en dessous de l'hémicycle, effectivement le même jour que ce vote qui a réjoui beaucoup de personnes autour de la limitation du cadmium dans les exploitations. Alors, votre titre, je disais tout à l'heure, directeur impact chez Nord6 Actionnaire, mais vous êtes aussi directeur perma-entreprise. Alors, ça fait écho évidemment à la permaculture. Hein. C'est quoi la permaculture? C'est l'art de cultiver en préservant les ressources, la terre, le sol, en jouant sur les interactions. D'ailleurs, votre père a écrit un livre qui s'appelle La perma-entreprise, on le voit ici. Et vous avez appliqué ce modèle finalement à l'entreprise. Ça devient la perma-entreprise. Et d'ailleurs, la nature au bord, ça découle tout directement. Oui, c'est une innovation qui est issue de ce modèle. Donc, c'est un livre chez Erol et c'est une entreprise qui repose sur 3 piliers finalement, à prendre soin des humains, préserver la planète et se fixer des limites et partager les surplus. C'est ça la perma-entreprise. Voilà, mais c'est surtout le 3e pilier qui change beaucoup de choses. Je vais faire une métaphore avec nos métiers. C'est un changement de logiciel. Moi, j'ai fait 10 ans de conseil RSE, développement durable, avant de rejoindre Nord6 pour développer ce projet autour de la perma-entreprise, le mettre en œuvre. En parallèle, mon père écrivait le livre. Le fait est que je n'avais jamais trouvé de solution pour enfin faire converger RSE et business. Et on voit tellement de copies d'entreprises qui vous disent on va doubler le business, on va réduire le CO2. Et le découplage, ça n'existe pas ou que dans très rares cas. Et donc, on cherchait une solution pour enfin réussir à piloter efficacement une transformation. Donc, pour développer pérenniser la boîte, mais continuer à la développer, oui. mais selon des fondements qui font qu'on ne la développe pas pour n'importe quelle raison. On veut développer avec justesse, c'est-à-dire développer l'entreprise pour qu'elle soit utile à la société au maximum, qu'elle réduise ses pression sociale, pression environnementale, et qu'elle soit pérenne dans le temps long. Et on n'a pas trouvé meilleure boîte à outils que la permaculture pour le faire. On a observé et regardé beaucoup de choses, jusqu'à se dire, en fait, ce modèle permaculturel, il a tout ce qu'il faut pour inventer le nouveau modèle de développement de Nord6. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est dit, si on veut partager nos richesses, c'est le 3e principe, équitablement, on doit faire quelque chose pour que d'autres puissent le faire. On a écrit un livre qui a rencontré un certain succès. L'éditeur nous a demandé de faire une 2e édition. Et aujourd'hui, il y a des dizaines et même des centaines d'organisations qui s'en saisissent pour repenser leur stratégie. Et elles écrivent des stratégies avec les principes de ce modèle. Et vous vous baladez aussi dans les grandes écoles pour parler notamment de la perma-entreprise dans des et des réseaux natures d'entreprises, de dirigeants, de dirigeantes, dans des collectivités, des conseils de région, par exemple. Et puis, effectivement, dans des grandes écoles... on peut en citer quelques-unes, HEC, Kedge, beaucoup des écoles de commerce d'ailleurs, mais aussi de plus en plus dans des écoles qui veulent penser le monde différemment. Et je pense que ce qui fait notre singularité, c'est que souvent ces modèles, c'est parfois ce qui peut être considéré comme très théorique d'ailleurs par des entrepreneurs, c'est que ça vient d'entrepreneurs. Et donc on essaie de parler aux entrepreneurs, un modèle par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Alors vous avez plusieurs casquettes, puisque vous co-présidez aussi Bicorp France, qui fête d'ailleurs ses 20 ans. Alors c'est quoi Bicorp pour ceux qui ne sauraient pas? C'est une certification qui permet d'afficher les bonnes pratiques des entreprises en termes d'impact social et environnemental. Un label, c'est un label. On est fiers de dire effectivement qu'on est Bicorp. On garde quelques chiffres. C'est 10 300 entreprises au niveau mondial, plus d'1 million de salariés en France. C'est bientôt 650 entreprises. Il se porte comment ce label? Il se porte bien en France? La dynamique de développement depuis 4 ans que j'observe ça de très près en tant que co-président de la branche française, elle est très bonne. On a, par exemple, sur la France, plus que doublé en à peine 3 ans le nombre d'entreprises certifiées. Donc, ce que c'est un mouvement international de plus de 10 000 entreprises. La réputation de Bicorp, c'est d'être la certification qui est la plus exigeante, la plus difficile à obtenir en matière d'évaluation de la réduction des impacts négatifs. Et puisqu'on est dans l'impact positif, et c'est la singularité de Bicorp, c'est de regarder comment le business crée de l'impact positif. Est-ce que mon business rend accessible de l'emploi des publics qui en sont éloignés? Est-ce que mon business permet d'apporter des produits, des services à plus forte valeur ajoutée que la concurrence sur le volet social ou environnemental? Voilà des exemples. Et donc Bicorp se développe très bien au niveau français, mais la dynamique mondiale ressemble beaucoup à ce qu'on a pu observer en France, parce que je pense que de plus en plus d'entreprises se rendent compte de 2 choses. Un, c'est qu'il devient fondamental de réussir à mesurer ça, et de façon aussi précise que possible,
possible, tout comme on a toujours piloté très précisément la dimension économique. La deuxième chose, c'est que la pression sociale, sociétale monte quand même de plus en plus, et notamment chez les nouvelles générations et ces jeunes qu'on appelle les futurs talents. Et que donc, si on veut se montrer ambitieux en matière notamment de marque employeur, aujourd'hui, il n'y a pas meilleure solution que Bicorp pour dire à ces gens-là, regardez à quel point est-ce qu'on essaye d'être au rendez-vous des enjeux et faire la preuve avec transparence, parce que tous les résultats sont publiés sur la plateforme de nos engagements sociétaux. Oui, c'est pas facile et c'est pas acquis, hein, il faut le refaire. C'est pas un label pour la vie. Non, c'est un. Et puis, alors évidemment, au-delà de vérifier à un instant T la maturité de l'entreprise, le rôle de Bicorp, c'est de les faire progresser. Donc tous les ans, il y a des révisions des indicateurs, des niveaux d'exigence, et ça pousse à progresser. Mais vous l'avez dit, Sylvia, on fête nos 20 ans, et ce 20e anniversaire coïncide avec une réinvention du mouvement, une réorganisation et notamment une transformation de son standard. Parce que le monde change, et change de façon de plus en plus rapide. Et ces 6 dernières années, entre les crises multiples qui se sont dressées face à nous, un Covid, les conflits géopolitiques, les conséquences du dérèglement climatique qui sont de plus en plus tangibles, pour ne prendre que quelques exemples, il était temps de réinventer le standard pour mesurer différemment les choses en matière sociale, en matière environnementale, et notamment ajouter quelque chose que nous n'avions pas par le passé, c'est d'ajouter des figures imposées. Avant, il fallait avoir une certaine maturité moyenne sur un ensemble de critères, on va dire 200 critères en moyenne. Et si vous atteigniez un score moyen, vous pouviez passer, même si sur certains critères, vous aviez des faiblesses. Désormais, sur 7 grands domaines d'impact, de la gouvernance à la mesure de l'impact climatique, la réduction de pression sur les ressources naturelles ou le droit du travail, vous devrez être au rendez-vous de certains indicateurs ou certains objectifs de façon transverse pour toutes les entreprises dans le monde. Ça, c'est quand même un sacré changement. Je ne sais pas si on peut dire dès à présent que ça le rend plus exigeant, parce que moi je pense que c'est un choix surtout de raison par rapport aux enjeux sociétaux qui deviennent globaux. L'enjeu du climat, c'est le même pour tout le monde. Eh bien, il est évident qu'une entreprise qui se dit engagée doit avoir un bilan carbone, doit être capable de prouver qu'elle veut le baisser. Sinon, je pense qu'on n'est pas au rendez-vous. Alors, dans ce contexte, vous l'avez dit, crise climatique, crise géopolitique, s'il y avait quelque chose de positif à retenir, Thomas Brezard, ce serait quoi ? J'ai peut-être un petit peu dit déjà tout à l'heure, mais je pense qu'il y a quand même de quoi avoir la frousse du monde qui se dessine. Et je pense que pour les acteurs économiques en particulier, tous les secteurs quasiment sont très fortement bousculés par l'IA générative. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur boulot. Il y a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui n'arrivent pas à en trouver, parce que les modèles d'affaires se sont tellement tendus et les marges érodées que ça devient une solution nouvelle que de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour économiser un peu de masse salariale, pour, vous voyez ce que je veux dire. Nous d'ailleurs, on a fait le choix de dire à nos salariés, à nos 700 salariés, on vous donne la chance de passer le cap de l'IA générative, on va le faire de la meilleure façon possible, et si on y arrive, on le fera avec beaucoup plus de conscience que les autres. Mais je pense que dans ces malheurs-là, dans ces malheurs sociétaux, mais qui deviennent des malheurs économiques, en fait, il y a la plus belle nouvelle qui soit pour dire il est grand temps de s'y mettre, de transformer vos boîtes, de vous appuyer sur des modèles comme la perma-entreprise, de les faire certifié par Bicorp. Et donc, pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a jamais été autant l'heure d'engager la transformation durable des entreprises. Et donc, tout l'espoir qui est le mien, et c'est ce qui continue à me faire lever le matin avec un certain entrain, même si les actualités font peur, c'est de me dire que je pense que dans les 5 ans, on peut obtenir de grandes réussites pour engager le monde économique sur une nouvelle voie. Et le monde économique s'engagera sur une nouvelle voie si l'État met en place des cadres réglementaires pour l'y aider, et si les citoyens et les citoyennes l'exigent. Merci beaucoup, Thomas Brezard, d'être venu dans Impact Positif. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr. Et bien sûr, c'est en podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran à présent pour écouter tous ces épisodes. Merci encore, Thomas Brezard. Merci.